Bonsoir à tous, il est 23 h sur RTI 1 et partout en Côte d'Ivoire. Voici les grands titres de ce dernier point d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres ce mercredi 30 septembre 2020 à Yamoussoukro. C'était à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le conseil des ministres a adopté le projet de budget de l'État pour l'année 2021. Toujours dans la capitale politique ivoirienne, dans l'après-midi, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de la voirie réhabilitée de la ville. Les travaux qui avaient été lancés par le chef de l'État en septembre 2019 portent sur 49 km entièrement réhabilités pour la première phase. Et puis, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a quant à lui inauguré l'école supérieure du pétrole et de l'énergie de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les premiers impétrants au nombre de 45, dont 12 filles, vont bénéficier d'une formation de 18 mois. Voici pour les titres. Avant de dérouler le contenu de ce journal, je vous donne lecture de ce télégramme de la présidence de la République. À Sa Majesté Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jader Al-Sabah, émir du Koweït. Votre Majesté, c'est avec une vive émotion et une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès survenu le 29 septembre 2020 de l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Majesté, au gouvernement, au peuple ami du Koweït, mes sincères condoléances, médiateur dans la résolution de plusieurs différends dans la région du Golfe Persique. Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah fut l'un des bâtisseurs du Koweït moderne et architecte de sa politique étrangère. Je prie votre Majesté de bien vouloir traduire à la famille de l'illustre disparu ma profonde compassion et ma solidarité. Haute considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 30 septembre dans la capitale politique à Yamoussoukro sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil a pris plusieurs mesures, notamment la détermination du nombre de bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger, l'érection des sous-préfectures de Bonan et de Goïtafla en département et le projet de budget 2021. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Dans un mouvement spontané, les populations de Yamoussoukro sont sorties en très grand nombre pour acclamer le chef de l'État sur son parcours jusqu'à la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où devait se tenir le Conseil des ministres de ce mercredi 30 septembre. Yamoussoukro exprimait ainsi son affection et sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour toute cette considération qu'il a toujours vouée à la ville natale de son mentor, le président Houphouët-Boigny. La Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix recevait ce mercredi 30 septembre une nouvelle fois la réunion du Conseil des ministres organisée trimestriellement dans la capitale politique. Ce Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, a pris 2 décrets relativement à l'organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. La Commission électorale indépendante, CEI, a arrêté et validé la liste électorale définitive qui comporte 7 495 082 électeurs contre 6 300 142 électeurs pour l'élection présidentielle de 2015. Ce décret crée pour l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, en tenant compte du collège électoral ainsi défini, 22 381 bureaux de vote répartis dans 10 815 lieux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger, contre 19 838 bureaux de vote et 10 336 lieux de vote en 2015. La répartition de ces bureaux de vote se présente comme suit. 10 759 lieux de vote en Côte d'Ivoire et 56 à l'étranger. 22 135 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et 246 à l'étranger.
Il convient de noter que ces lieux de vote et bureaux de vote ont été choisis conformément à la législation électorale qui interdit l'installation de bureaux de vote dans des domiciles, les lieux de culte et les locaux appartenant aux partis politiques. Le Conseil a aussi adopté le projet de budget pour l'année 2021. Le Conseil a adopté un projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021 ainsi qu'une communication y afférente. Le projet de budget pour l'année 2021, élaboré dans un contexte marqué par la maladie à coronavirus COVID-19, vise à contribuer à la relance des activités économiques profondément impactées par les effets de la pandémie et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans cette perspective, le projet de budget pour l'année 2021, deuxième projet élaboré sous la forme de budget-programme, est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 8 621,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020. Et puis, comme promis par le président de la République lors de sa visite d'État dans la Maraoué, les sous-préfectures de Bonon et Goïtafla viennent d'être érigées officiellement en 2 départements. Ce décret crée les départements de Bonon et de Goïtafla, respectivement par réorganisation des départements de Boaflé et de Zéonoula dans la région de la Maraoué. Le ressort territorial du département de Bonon comprend les sous-préfectures de Bonon et de Zaguiéta, sont rattachés au département de Boaflé, les sous-préfectures de Gbegbesu, de Ndoufou-Kankro, de Pakwobo et de Tibieta. Le ressort territorial du département de Goïtafla comprend les sous-préfectures de Goïtafla, de Iriefla et de Maminégui. Le département de Zénoula comprend les sous-préfectures de Zénoula, de Kanzra, de Voué-Boufla et de Zanzra. La création de ces nouvelles circonscriptions administratives répond aux vœux ardents exprimés par les populations et fait suite à la promesse du président de la République d'élever le niveau de représentation de l'État à l'échelon régional et départemental dans ces circonscriptions en raison de leur importance démographique, socio-économique ainsi que de leur niveau d'urbanisation. À l'instar d'Abidjan, la ville de Bouaké aura bientôt des lignes de transport urbain assurées par la SOTRA. L'État de Côte d'Ivoire et la SOTRA ont convenu d'étendre le champ d'exploitation des activités du transport urbain de cette société à la commune de Bouaké. La parcelle de terrain urbain formant le lot 1059 a été identifiée dans le cadre de la mise en œuvre de la convention pour abriter la future gare centrale de la SOTRA à Bouaké. Et puis, c'est certainement le grand événement de cette semaine. Le stade d'Ebempe sera inauguré ce samedi 3 octobre. Les travaux de construction du stade olympique d'Anyama et Bimpe, lancés le 22 décembre 2016, sont entièrement achevés. L'inauguration de ce joyau architectural de plus de 60 000 places, fruit de la coopération réussie entre la Côte d'Ivoire et la Chine, aura lieu le samedi 3 octobre 2020 sous la présidence et la présence effective du président de la République. Ce sont ainsi quelques décisions de ce 23e Conseil des ministres de l'année 2020 et qui est aussi le dernier Conseil des ministres avant l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Et dans notre pays, chaque mercredi ou presque rime avec le rituel de la tenue du Conseil des ministres, une rencontre qui permet au gouvernement de statuer et d'adopter des décisions pour la bonne marche de la nation. Le président Alassane Ouattara en a d'ailleurs fait un maillon clé de sa gouvernance, adoption de projets de loi, prise d'ordonnances et de mesures individuelles. Je vous invite à vous plonger dans l'atmosphère du Conseil des ministres dans ce reportage proposé par Mahama Traoré. Un conseil des ministres ce mercredi 30 septembre 2020, le 23e de cette année et le dernier du second quinquennat du président Alassane Ouattara.
En 9 années de gestion du pouvoir d'État, il aura en moyenne présidé une quarantaine chaque année, la plupart tenues à Abidjan et de façon trimestrielle à Yamoussoukro, comme pour donner du contenu à la vocation de capitale politique assignée à la ville chère à Félix Houphouët-Boigny. Sous Alassane Ouattara, le Conseil des ministres s'est aussi déplacé dans les 31 chefs-lieux de région du pays à la faveur des visites d'État. Tous ont permis aux préfets de région de dresser le diagnostic de leur zone de compétence et la prise de mesures de réponse. Cette réunion gouvernementale est restée fidèle aux prescriptions de l'article 71 de la Constitution qui stipule que le Conseil des ministres délibère obligatoirement des décisions déterminant la politique générale de l'État, des projets de loi, d'ordonnances et des décrets réglementaires, des nominations aux emplois supérieurs de l'État dont la liste est établie par la loi. C'est donc en Conseil des ministres que bon nombre de décisions majeures portant sur la marche de la nation sont arrêtées. Certaines ont une fréquence régulière, telle l'adoption du projet de loi de finances portant sur le budget de l'État, la ratification des accords de prêt, des conventions internationales, la fixation des prix des produits de rente avant l'ouverture de chaque campagne agricole. D'autres décisions marquent la gouvernance Ouattara ces 9 dernières années. Citons entre autres le décret du 22 mai 2013 portant interdiction des sachets plastiques, le projet de loi du 29 juillet 2015 consacrant l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, les décrets du 6 décembre 2017 relatifs à la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés. Avec Alassane Ouattara, les conseils des ministres ont aussi valeur de redevabilité. De façon périodique, le chapitre des communications de la réunion fait état de l'exécution budgétaire, des passations de marchés publics, de la situation des flux financiers et physiques des secteurs pétrole, gaz, eau, électricité et des ressources minières. De tous les conseils des ministres tenus ces 9 dernières années, seuls ceux de cette année auront eu une saveur particulière en raison de la pandémie du coronavirus. Au plus fort de la crise sanitaire, la réunion gouvernementale a basculé en mode visioconférence en respect de la mesure de distanciation pour lutter contre la Covid-19. 2020, c'est aussi une année de tragédie pour le Conseil des ministres. La session du 8 juillet 2020 aura été marquée par le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Après 12 mois de travaux, il fait désormais bon de rouler ou encore de conduire à Yamoussoukro. Ce sont au total 49 km de route que le président Alassane Ouattara a inauguré ce mercredi en fin d'après-midi. Les travaux de la phase 1 du projet de renforcement et de bitumage de Yamoussoukro ont coûté 32,5 milliards de francs CFA financés par le budget de l'État. La phase 2 du chantier aussi a été lancée par le chef de l'État. On retrouve encore une fois Mahama Traoré. Place Mofete de Yamoussoukro, c'était il y a encore un an l'un des symboles de la voirie dégradée de la capitale politique. Ce n'est désormais plus le cas. Les tronçons qui mènent à cette place, à l'instar de nombreux autres dans la ville, ont désormais fière allure, conséquence des lourds travaux de rénovation engagés en septembre 2019 par le président Alassane Ouattara. La première phase des travaux de réhabilitation de la voirie, ça portait sur environ 41 km. 41,5, mais nous avons réalisé environ 49 pour un coût d'environ 32,5 milliards. Alors, ces travaux étaient initialement prévus durer 24 mois, mais nous avons travaillé avec l'entreprise compte tenu de l'état des voies, de sorte que ces travaux puissent se réaliser en 12 mois. Un an après avoir lancé les travaux de ce chantier, le chef de l'État revient à Yamoussoukro pour l'inauguration de la première phase de l'ouvrage, à la grande joie des habitants de la capitale politique. Premier bénéficiaire de cette infrastructure, le président Alassane Ouattara se dit fier d'avoir honoré son engagement de restaurer la ville chère au père fondateur de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais dire aux populations de Yamoussoukro, à mes frères et sœurs, que ça nous le devions. Le devions à notre papa, à feu le président Félix Houphouët-Boigny. Cette ville avait quasiment été abandonnée depuis son décès pendant des décennies, et c'est une renaissance qui a commencé. Et je peux vous dire que vous pouvez compter sur nous. Nous avons déjà transféré quelques institutions sur place et nous continuerons ce travail. Donc je vais dire aux populations de Yamoussoukro que ces 49 km de voiries qui ont été réhabilitées, cela n'est qu'un début.
Et donc le meilleur est pour la suite. Et je compte sur vous pour que nous puissions inaugurer à nouveau dans 18 mois le reste des voiries qui sont à réhabiliter. Cette inauguration officielle marque également le lancement de la deuxième phase des travaux de renforcement et de bitumage de la voirie de Yamoussoukro. Cette phase prendra en compte un linéaire d'environ 100 km de route. Et on reste toujours à Yamoussoukro où le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de l'école supérieure de pétrole et de l'énergie de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de la ville. L'école, la première du genre, compte 45 auditeurs, dont 12 filles. Après 18 mois de formation, ils seront aptes à travailler dans le domaine du pétrole et de l'énergie. Le film de l'inauguration avec Kader Sogodogo. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Ce pôle de formation ouvre son école du pétrole et de l'énergie. Les programmes élaborés pour la formation permettront de disposer en 2 années scolaires de cadres maîtrisant toute la chaîne des valeurs de l'exploration, la transformation et la commercialisation des produits pétroliers. Les programmes prévoient donc 2 options, l'aval pétrolier et l'amont pétrolier. Pour les ministres concernés, cette école vient pour répondre à des besoins du moment. Monsieur le Premier ministre, l'École supérieure du pétrole et de l'énergie est le fruit d'un partenariat entre l'Institut français du pétrole et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Les formations qui se dérouleront ici, pour le moment, vont permettre aux étudiants d'avoir 2 masters. Un master en amont pétrolier et un autre dans l'aval pétrolier. Les formations vont durer 18 mois et seront entièrement en anglais. Nous avons insisté sur ce point-là parce que le secteur pétrolier est un secteur où l'anglais est la langue de base. Et nous souhaitons que nos étudiants ne se limitent pas uniquement à la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que nos étudiants, à la sortie de leur formation, puissent travailler soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. L'École supérieure du pétrole et de l'énergie, l'ESP, que nous inaugurons aujourd'hui, sera sans doute un élément capital dans l'écosystème des structures permettant au ministère d'accomplir de façon visible la mission qui lui est assignée par le président de la République, à savoir former des ressources humaines de qualité, vecteurs du développement économique de notre pays. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a retracé la vision du président de la République Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, a invité les 45 premiers auditeurs de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie à être des acteurs de cette Côte d'Ivoire qui se développe. Il faut des gens bien formés pour porter au mieux l'intérêt du pays. Le président est engagé dans un vaste projet de transformation de la Côte d'Ivoire. Je sors d'une réunion avec les ministres du Budget et des Finances par visioconférence avec une délégation du Fonds monétaire international. C'est impressionnant ce qu'ils disent de la Côte d'Ivoire. Avec la crise de la pandémie à Covid-19, les mesures de restriction, toutes les économies du monde sont en repli. Dans des grands pays comme les États-Unis, les replis sont de l'ordre souvent de 30%. En France, l'INSEE parle d'un repli de près de 12 à 13%. Mais malgré cela, ils ont noté la résilience, la force de travail des Ivoiriens et on pourrait, la croissance d'un PIB qui était projetée à 7,2, 7,5%, sortir à 1,8, 2%. C'est extraordinaire pour un pays malgré la Covid. Ils nous le disent et tous les pays de la sous-région seront en récession, c'est-à-dire auront un taux de croissance négatif. Donc, cette transformation du pays, ça passe par vous, par une formation de qualité. Après l'inauguration de l'école par le Premier ministre et la visite des salles de formation, c'est le ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Abdrahmane Cissé, qui a donné le cours inaugural. Le cours a été bien entendu dispensé en anglais. Retour à Abidjan où le président de la commission électorale indépendante CEI était ce mercredi à l'hémicycle pour une séance d'information parlementaire. Ibrahim Kouibiar Koulibaly s'est prononcé sur les différentes étapes du processus électoral. Le président de l'organe en charge des élections se dit prêt à relever le défi de la bonne tenue du scrutin le 31 octobre prochain. On en parle avec Moussa Konaté. Mission et stratégie de la Commission électorale indépendante pour des élections démocratiques. C'est le thème de la séance d'information parlementaire en présence du président de la CEI.
À l'entame, le président Amadou Soumaoro plante le décor avec des interrogations. La CEI sera-t-elle dans le temps? Le matériel de vote est acquis? Point d'interrogation. Les documents électoraux sont-ils prêts? La désignation et la formation des membres du bureau de vote sont-elles déjà faites? Autant de questions que se posent nos vaillantes populations. Des questions adressées à Ibrahim Kouibiet Koulibaly. Le président de la CEI donne l'assurance sur les dispositions prises pour la bonne tenue du scrutin présidentiel. Nous pouvons affirmer ce jour, du haut de cette tribune, que toutes les conditions sont réunies pour des élections transparentes et crédibles. Parce que pour qu'il y ait élection, il faut que 3 conditions soient réunies. La première est celle d'avoir des électeurs. Et à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous avons eu les électeurs. La deuxième, c'est celle d'avoir des candidats. Et à l'occasion de l'office du Conseil constitutionnel, nous avons eu également la liste des candidats. La troisième, c'est l'élaboration des documents électoraux que nous nous attelons à faire pour les déployer sur toute l'étendue du territoire pour que l'élection ait lieu. Oui, l'élection aura bel et bien lieu le 31 octobre 2020. Ibrahim Kouibiet Koulibaly répond également aux préoccupations des députés, notamment la question de la sécurisation du processus électoral et la transparence des résultats. Les résultats doivent être proclamés dans un délai de 5 jours. Et il appartient à la commission électorale indépendante, après la proclamation, de transmettre dans un délai de 3 jours les procès-verbaux au Conseil constitutionnel pour être parlus, déclarer maintenant le résultat définitif de l'élection. C'est difficile de tronquer la vérité quand on sait que dans chaque bureau de vote, il y a les représentants des candidats. On a engagé 35 000 agents des forces de l'ordre sur toute l'étendue du territoire pour assurer la sécurité aussi bien des citoyens que des lieux de vote. Des explications du président de l'organe en charge des élections auxquelles réagissent les élus de l'Assemblée nationale. Il nous a convaincus par sa maîtrise des textes, mais aussi par sa maîtrise du processus. En tout cas, nous avons été édifiés. Nous avons aujourd'hui toutes les réponses pour pouvoir aussi aider la population qui est intoxiquée plus ou moins, afin que nous ayons une élection apaisée. La fiabilité des élections, la transparence des élections et l'assurance qu'effectivement les élections vont se tenir à bonne date et dans de très bonnes conditions. C'est toutes les préoccupations que nous avons soulevées et nous a donné les éléments nécessaires pour qu'on soit rassuré. Après les échanges, satisfaction du président de l'Assemblée nationale. Monsieur le président de la commission électorale indépendante, sachez que vous avez le soutien total de l'Assemblée nationale et de son président. Selon la Constitution, l'élection du président de la République est prévue le 31 octobre 2020. Près de 7,5 millions de personnes inscrites sur la liste électorale sont attendues. On s'intéresse maintenant à l'actualité politique nationale. Ils ordonnent à leurs représentants de quitter toutes les commissions électorales indépendantes. L'Alliance des forces démocratiques AFD et la Ligue des mouvements pour le progrès LMP ont donné ce jour un point presse. Pascal Affi-N'Guessan, Cabran Apia et d'autres membres de l'opposition continuent d'appeler à la réforme de la CEI, la commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel. À la tête d'une mission internationale d'observation électorale, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a été reçu en audience par le président du Conseil constitutionnel. En toile de fond, l'élection du président de la République le 31 octobre prochain. Les explications de Gabriel Zani. Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel, attend Richard Bill, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, dans son bureau. C'est une visite de courtoisie doublée d'une séance de travail avec des organisations internationales d'observation électorale. L'élection du président de la République le 31 octobre est au centre des sujets évoqués. Je suis venu rencontrer Monsieur le Président du Conseil constitutionnel pour lui présenter une équipe qui est une mission indépendante d'observateurs du processus électoral. Il s'agit d'instituts qui ont beaucoup d'expertise et d'expérience en matière d'observation électorale. Ce sont des observateurs à long terme.
Elation Institute for Sustainable Democracy in Africa and Carter Center sont les deux missions reçues par le président du Conseil constitutionnel pour assistance électorale. Des missions financées par les États-Unis dont l'ambassade est citée de façon récurrente dans des commentaires circulant sur les réseaux sociaux en lien avec le président du Conseil constitutionnel. Et ce, depuis la publication de la liste des candidats à la présidentielle. La dernière fois où je suis allé à l'ambassade des États-Unis, c'était le 25 avril 2015. Lorsque, à ma prise de service ici au Conseil constitutionnel, j'ai entrepris de faire une visite de courtoisie aux ambassadeurs des États membres permanents de l'ONU. Depuis ce jour-là, depuis le 25 avril 2015, je n'ai plus remis les pieds à l'ambassade des États-Unis, même pas pour demander un visa. Pour le bon déroulement du processus électoral, les États-Unis travaillent étroitement avec l'État ivoirien. Des dizaines de missions d'observation électorale ont été déjà dépêchées sur l'ensemble du territoire national. Autre chose à présent, de 2014 à 2020, voici maintenant 7 ans que le Conseil Café-Cacao a institué les journées du cacao et du chocolat, des journées qui se veulent une halte pour apprécier la marche annuelle de la spéculation sur le plan socio-économique et mener la réflexion sur les problématiques liées à l'actualité. L'année 2020 a été marquée par la pandémie du coronavirus et la question de la durabilité de la cacaoculture, mais aussi de la déforestation. Malgré la grande attente des producteurs, reste la relative, sinon le relèvement du prix Borchamp. On en parle avec Noël Niayo. Les journées nationales du cacao et du chocolat, les troisièmes de l'ère, connaît Brahima Yves, directeur général du Conseil Café-Cacao, et les 7e depuis son institution en 2014, vont s'ouvrir dans un environnement marqué par l'observation des mesures barrières Covid-19 oblige. Thème de cette 7e édition, tous engagés pour un cacao ami de la forêt. Il s'agira sur 3 jours de présenter des projets et produits du cacao, rendre hommage aux producteurs et productrices, ouvrir des débats inclusifs avec les acteurs nationaux et internationaux sur les enjeux du cacao ami de la forêt. Surtout que le premier producteur du cacao au monde a perdu les 2/3 de sa forêt. En plus de la problématique de la forêt, les participants à cette édition doivent se préoccuper de l'environnement de production avec le Covid-19. Dernier point au menu de ces journées, l'état de la coopération Côte d'Ivoire-Ghana avec l'initiative Cacao. Une initiative qui va certainement impacter positivement le relèvement du prix aux producteurs. Le rendez-vous des jeunes, une tribune initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, s'est tenue à Yamoussoukro. La plateforme donne la parole aux jeunes, les écoute et tente d'apporter des réponses à leurs problèmes. Au menu de la rencontre de Yamoussoukro, des sujets comme l'emploi et l'actualité liée à la présidentielle ont été abordés par 5 membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de la capitale politique ivoirienne. Kader Sogodogo. La salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro pleine à craquer. Les jeunes du Bélier et du district de Yamoussoukro viennent prendre part à la tribune, le rendez-vous des jeunes. Un cadre qui leur donne la parole afin d'apporter des réponses à toutes leurs préoccupations. L'autonomisation surtout. Au rendez-vous de Yamoussoukro, ils ont en face d'eux 5 membres du gouvernement. Des questions, il y en avait. Nous avons des jeunes qui nous demandent, à la fin de leur stage au niveau des différentes entreprises, il est remarqué que les primes qui devaient être allouées à ces jeunes gens ne sont pas reversées à la fin de leur stage. Depuis, on a lancé Agir Droit. Ils ont leurs noms qui sont sortis, publiés partout, et quand ils passent à la COPEC dit que l'argent n'est pas disponible. Ma préoccupation ce soir, est-ce l'argent encore au ministère, ou l'argent se trouve à la COPEC, ou encore à l'agence emploi. Pour les membres du gouvernement, chacun dans son domaine apporte des réponses sans faux fuyant. Je suis heureux parce que c'est 1800 jeunes que nous avons recrutés. On a eu une cérémonie au Palais de la Culture, c'était l'année dernière. Beaucoup n'y croyaient pas, mais je suis heureux de voir que ces agents CMUR effectivement pensent du travail. Je suis moi-même sur votre plateforme, donc je vois un peu les échanges. Plusieurs dispositifs sont mis en place par le gouvernement pour accompagner les PME, mais pour accompagner aussi les jeunes qui entreprennent. Au niveau des jeunes qui entreprennent, on a plusieurs dispositions de loi
Et l'une des plus grandes dispositions est le statut d'entrepreneur, qui encadre tous ceux qui ont une petite entreprise avec un chiffre d'affaires de 1 franc à 50 millions de francs CFA. Des chanceux, il y en a eu, comme cette coiffeuse en quête de financement qui sentit avec une aide de 500 000 francs CFA des ministres Félix Anoblé et Augustin Thiam. Je n'ai pas pu poursuivre les études par faute de moyens, mais je me suis débrouillée pour apprendre la coiffure. Mais comment faire pour que le ministre puisse m'aider, pour que je puisse m'installer? Au nom du ministre Anoblé et du gouverneur, le ministre-gouverneur, je remets les 500 000. L'actualité politique en Côte d'Ivoire a largement dominé la rencontre. Occasion pour les membres du gouvernement d'inviter la jeunesse à tourner le dos à la violence sous toutes ses formes. Tout ceci ne peut être possible que dans la paix. Donc si je vous en prie, ne vous laissez pas instrumentaliser. Il ne faudrait pas appeler les Ivoiriens à aller à la guerre au chaos. Nous avons un passé très récent, mais la Côte d'Ivoire a plus d'avenir que de passé. Regardez, c'est moi le plus vieux. J'ai 68 ans. Eux tous qui sont là, ils ont moins de 50 ans. Dans quel parti on fait la passe aux jeunes si ce n'est pas au RHDP? Une rencontre enrichissante pour les jeunes. Jeunesse estudiantine de Yamoussoukro, par ma voix, réitère toute sa considération et son enthousiasme au président Alassane Ouattara. De 2019 à 2020, ce sont environ 500 millions de francs CFA qui ont été octroyés aux jeunes de Yamoussoukro pour le financement de leurs projets. Prochain rendez-vous avec le rendez-vous des jeunes à Boisseau et Korogo. Elle est toujours dans notre quotidien, la maladie à coronavirus, on en parle dans quelques instants. Et on fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 30 septembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 30 septembre 2020, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 1660 échantillons prélevés, soit 3,3% de cas positifs, 50 guéris et 0 décès. À la date du 30 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 724 cas confirmés, dont 19 291 personnes guéries, 120 décès et 313 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 162 781. Et puisqu'on parle de coronavirus en France, l'Institut Pasteur de Lille affirme avoir trouvé une molécule très prometteuse pour lutter contre la maladie. Mais avant une éventuelle production massive, le médicament doit passer par des tests cliniques chez le singe, puis chez l'homme. Le projet de recherche mené par l'équipe reposait sur le test de plus de 2000 molécules pour en trouver une qui pourrait être utilisée pour la conception d'un médicament contre le coronavirus. Et puis, accusé d'être le financier du génocide des Tutsis en 1994, l'ancien président de la radio-télévision libre des Mille Collines va être remis à la justice internationale. Félicien Kabouga avait été arrêté en mai dernier près de Paris après 20 ans de cavale. Ses avocats réclamaient que Félicien Kabouga soit jugé en France par crainte d'un procès biaisé en Afrique, alors que Paul Kagame est toujours au pouvoir au Rwanda. Mais la décision de la Cour de cassation renvoie donc son procès à Arusha en Tanzanie, où siège la division africaine du mécanisme pour les tribunaux internationaux. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce dernier point d'information sur RTI 1. L'information, justement, elle continue sur nos antennes avec Régis Kofi, que vous retrouverez à 6h30. Et l'édition de 13h vous sera préparée, sinon présentée par Juliette Couillard. Bonsoir.